Et bonjour petite fougère de YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle séance de lecture de sciences humaines et sociales. Nous sommes toujours sur l'ouvrage de Grégoire Chamaillou, donc à savoir La société ingouvernable. On va reprendre là où on s'est arrêté sur la précédente VOD, qui était pour nous il y a 2 minutes, voilà, il n'y a pas très longtemps. On est reparti. Certains auteurs ont cherché, dans les années 80, à articuler les deux pôles économiques et éthiques de la pensée libérale de la firme en une idéologie unifiée. Ce furent des tentatives pour reconceptualiser la firme comme un nexus de contrat entre ses top managers et ses parties prenantes. Étant donné, disait-il, que toutes les parties prenantes encourent une forme ou autre de risque du fait d'avoir investi une forme ou une autre de capital humain ou financier dans la firme, elles devraient toutes avoir voix au chapitre dans la gestion des affaires. Le primat actionnarial défendu par les théoriciens de l'agence serait ainsi remplacé par une autre norme pluraliste ou multifiduciaire, selon laquelle le management doit agir dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. On réinventait l'eau tiède. C'est le bon qu'on puisse dire. Ça, c'est Grégoire Chamaillou dans le texte, je préviens. On réinventait l'eau tiède, ça c'est les propos de Grégoire Chamaillou. On reprenait de vieux thèmes managérialistes en les rhabillant dans le lexique des parties prenantes. Tandis cependant que les managérialistes décrivaient l'entreprise comme un gouvernement privé, nos critiques les dépeignaient désormais comme une coalition ou un partenariat. Ceci pour en déduire que des partenaires doivent se traiter mutuellement avec respect, prendre en compte les intérêts et les demandes de chacun, etc. Non mais vraiment, on revient toujours sur cette optique de « oui, mais on est à égalité », alors qu'en fait non. Enfin, toutes les choses ne sont pas à égalité et c'est pas un problème en fait. L'entreprise, à mon sens, ne doit pas être quelque chose qui a autant de droits que les gens qui constituent la société. Pour une simple raison, parce que les gens qui constituent la société, pour moi, il me semble que c'est eux les plus importants, bien plus qu'une entreprise capitaliste de près ou de loin. Mais bref, apparemment, c'est pas le cas, quoi. On se met alors à dire que c'est parce que les firmes sont réellement des nexus de contrat entre agents libres et égaux que la prétention des actionnaires à la prédominance est irrecevable. Sauf que le rapport concret est tout autre. Le primat actionnarial n'est pas qu'une préventive normative, c'est un fait. C'est un fait de domination activement construit, certes, mais non moins réel, tandis que la représentation de la firme, comme coalition, loin d'exprimer la réalité des rapports sociaux qui la constituent, est une légende. Non mais c'est tellement dit bien, genre vraiment, moi je vous le dis pas aussi bien. Prenant cette légende de la firme pour sa vérité, les critiques l'opposent à une réalité qu'ils prennent à son tour pour une simple idéologie. Étant effectivement dénuées de signification politique concrète, ces catégories ne peuvent déboucher que sur des programmes conséquents. Si l'on admet cette vision des choses, le problème se réduit en effet à ceci. Comment se fait-il, alors qu'il est censé y avoir une situation, non pas de domination mais de partenariat horizontal, que le management prenne si systématiquement parti pour l'une des parties prenantes au détriment des autres ? Mystère. Ah, c'est tellement en mode tiens, je me fous un peu de la gueule des mecs, mais c'est placé là quand même. Je me fous un peu de leur gueule. C'est très bien. C'est sans doute, se dit-on, parce qu'il y a un manque de dialogue, défaut d'écoute, dysfonctionnement dans les processus de décision. D'où les solutions cosmétiques que l'on nous sert immanquablement sur la base d'analyses aussi tronquées. Réformons le conseil d'administration, encourageons la participation, nommons des directeurs métaphysiques, recrutons des spécialistes d'éthique des affaires qui murmureront à l'oreille des managers pour mieux équilibrer leurs décisions. En termes de programme politique, ce discours sur les parties prenantes ne s'aventure jamais plus loin que des projets de réforme de la gouvernance d'entreprise dont l'horizon ultime, la version la plus aboutiste, n'est jamais que la cogestion à l'allemande. Les rapports de propriété capitaliste, eux qui sont le fondement de l'absolutisme économique que l'on regrette en surface, sont placés hors champ. Une fois ces œillères posées, on en appelle, avec des trémolos dans la voix, à un ordre pluraliste, à un capitalisme des parties prenantes, ou pourquoi pas, tant qu'on y est, à un capitalisme kantien.
Ouais, on est vraiment sur du foutage de gueule. Bon, après, là, encore une fois, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que Grégoire Chamaillou le dit très bien. En fait, il a des termes bien rodés comme il faut pour montrer que, concrètement, c'est un modèle de société qui se base sur du flan, sur quelque chose qui n'a rien de concret, qui n'a pas d'existence réelle. C'est juste du pipeau, c'est juste du mensonge, en fait. Et le fait est que, on prend ça comme étant la vérité pure, comme étant... ce qui est, alors qu'en fait, c'est une création. Et à contrario, ce qui relève justement d'une création est vu comme étant réel, comme étant la vérité vraie, comme étant ce qui est. Alors que ce n'est qu'une légende, ce n'est qu'une construction idéologique et rien de plus, qui n'a aucune existence réelle, véritable. Et c'est très triste parce qu'encore une fois, notre société aujourd'hui actuelle, elle découle de ça. Elle découle de cette croyance que ce qu'on a voulu être vrai est vu comme vrai, point. Et ce qui est vrai, on veut le voir comme faux, et donc c'est faux. Voilà, on le prend comme faux. Alors que malheureusement, non, c'est l'inverse, quoi. Mais bon. Bref. On est reparti, je reprends la lecture. J'en étais... ici. Il n'empêche, lorsque les économistes néolibéraux prennent connaissance de ces reformulations pourtant bien timorées de la théorie du Nexus, ils enragent, les considérant comme de dangereux détournements de leur propre concept. Dans ce nouveau moment, le pôle économique de la conceptualité libérale, refusant la synthèse, se retourne contre son double, le pôle éthique et le nie. Jensen se lance ainsi dans une critique virulente de l'idée selon laquelle les managers devraient prendre en compte les intérêts non seulement des ayants droit financiers, mais aussi des employés, des clients, des communautés, des responsables gouvernementaux, mais aussi, selon certaines interprétations, de l'environnement, des terroristes, des voleurs. Ça, c'est les propos de l'économiste dans le texte. Je précise, c'est une citation. Donc, bon. Ouais. Ok. Jean-Michel de droite, quoi. Jean-Michel de droite, quoi. Surprise, pas surprise, j'ai envie de dire. Bref. Si l'on acceptait cette thèse, les managers seraient tenus de suivre les obligations multiples, non concordantes, cacophoniques, rendant toute décision impossible. Mais surtout, l'impératif de maximisation du profit tomberait de son piédestal. À ses yeux, la théorie des parties prenantes sert de refuge à d'anciens adeptes des économies socialistes et communistes centralement planifiées. Ah ouais, hein. Jensen, tu sens le gros bagage USA sur 20, hein. Genre vraiment, c'est... Quoi ? C'est pas ce que je veux, donc c'est communiste. Voilà, c'est comme ça. C'est la règle. Ok, très bien. Cool. Je reprends. Qui s'affuble aujourd'hui de ce masque présentable pour continuer le combat. Bref, la conspiration pour détruire les fondements du monde libre se poursuit à l'ombre des affaires, de l'éthique des affaires. Admettre la théorie des parties prenantes dénonce de même l'idéologue néolibérale Hélène Sternberg, équivaudrait... Ah non mais là on va franchir un cap, attention. Admettre la théorie des parties prenantes, et on a vu que la théorie des parties prenantes, au mieux c'était mou. C'était vraiment soc d'emtière, très vous comprenez, les gens, ils ont des intérêts, mais chacun dans leur coin, et puis se regroupent pas. Voilà, il n'y a pas de commun, ce ne sont que des individus qui coexistent, etc. Bon, vraiment une vision déjà qui est complètement dépolitisée, mais bref. Donc cette théorie-là, l'accepter pour là, du coup, l'économiste Hélène Sternberg, c'est rien de moins que, je cite, « saper les droits de l'homme ». C'est-à-dire, car c'est la même chose, à subvertir la propriété privée qui est essentielle pour défendre et exercer les libertés individuelles fondamentales. Quand les entreprises sont prises en otage et détournées des finalités fixées par leurs actionnaires, les propriétaires se voient dénier leurs droits fondamentaux. Les champions de l'éthique des affaires conventionnelles voudraient traiter les propriétaires comme des esclaves. Voilà.
On rappelle quand même que ça, du coup, c'est le point de vue des gens qui ont effectivement des esclaves. Non, parce que c'est important quand même. Hein. Là, ça, vraiment, c'est le point de vue de la classe de population qui avait littéralement des esclaves et qui a actuellement en exploitation tout un tas de personnes, principalement du coup les descendants des esclaves. C'est un petit peu, comment dire, osé et indécent en même temps, pour ne pas dire des termes plus vulgaires. C'est quelque chose, hein. Ça se pose là. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. C'est mauvais, c'est vraiment particulièrement mauvais et dégueulasse. C'est malsain, c'est pas bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous de votre côté, hein, mais vraiment ça donne un peu envie d'aller cramer des gens. Mais bon, après on va dire que on est des personnes extrémistes, dangereuses, terroristes et communistes, donc bon. Bref, je reprends. Voilà qui est inadmissible, car en ce monde, les maîtres doivent rester les maîtres et les esclaves des esclaves. Oh, et Grégoire Chamaillou qui vient mettre une phrase pour remettre à plat derrière. Oh, ça me fait mourir de rire. Je vous ai dit plus ou moins ça, pas en ces termes-là, mais je vous ai dit ça, et vraiment, après la citation, t'as Grégoire Chamaillou qui vient et qui repose les termes. Genre vraiment, j'aime bien... J'aime bien Grégoire Chamaillou. En tout cas, dans cet ouvrage, je trouve que sa manière d'écrire est très propre. Sa manière aussi de venir poser son point de vue à des moments, après des citations, etc. Je trouve que c'est vraiment pertinent. Pourquoi ? Parce que trop souvent, dans des écrits, et notamment dans des écrits de vulgarisation, vous avez tout simplement la simple exposition d'une idée, et vous n'avez pas forcément de critique ou de remise en question de ça. Or, c'est très problématique quand ce sont des idées qui sont des idées notamment de droite et d'extrême droite, en fait, des idées oppressives. Si juste on se contente de venir vous mettre le discours de Marine Le Pen et basta, en fait on vient juste vous mettre le discours de Marine Le Pen et puis basta quoi. Donc c'est un problème, pour moi c'est un problème. Et justement Grégoire Chamaillou, assez régulièrement, quand il y a des propos qui sont faits par différentes personnes qui sont quand même extrêmement problématique, parce que encore une fois c'est des gens de droite, d'extrême droite, des économistes, notamment des années 50, 60, bon parfois plus proches aussi, hein. Quand ce sont des discours qu'il faut casser, il le fait justement, il se contente pas de simplement vous exposer au discours qui est craignos, non, il vient vous dire ça c'est de la merde pour ça. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément suffisamment assez fait dans un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation, pour le coup dans les sciences humaines et sociales notamment. Bref, c'était une petite aparté, je reprends. Il faut pourtant prendre au sérieux ce que répondent ici Johnson et ses acolytes. L'intérêt actionnarial n'est pas un intérêt social parmi d'autres. C'est lui qui commande, qui doit commander. Et son pouvoir est nécessairement sans partage. En un sens, ils ont raison. Il n'y a pas de réel pluralisme possible en régime de dictature du capital. Il n'y a pas d'éthique sociale authentique sans la remise en cause des rapports de propriété qui la nient. Si les théories des parties prenantes ont un seul mérite, c'est de faire apparaître, par réaction, s'il en était besoin, le caractère tyrannique d'une doctrine économique qui ne tolère même pas à ses côtés des versions pourtant bien molles de libéralisme pragmatique. Je n'aurais pas dit mieux. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Genre vraiment, oui, très bien. Il est cependant probable, conclut un sociologue en revenant sur ces controverses à la fin des années 1990, que l'on ne saura jamais rien de ce qu'aurait bien pu valoir en pratique cette nouvelle éthique de l'entreprise, car à peu près au même moment où l'on commençait à débattre sérieusement de ce modèle, se produisait une série d'événements qui lui ont retiré toute signification réelle dans l'Amérique capitaliste. La contre-réforme néolibérale faisait rage, aboutissant à faire du primat actionnarial une réalité plus que jamais dominante. Je crois que j'ai mangé des mots, mais c'est pas grave. Qu'adviendrait-il alors du thème des parties prenantes ? Outre l'intérêt académique qu'il pourrait susciter, pour ce qui est en tout cas des dirigeants d'entreprise, les parties prenantes demeureront le cadet de leurs soucis par rapport aux détenteurs d'actions. Ils auront certes à prendre en compte le pouvoir de nuisance de certains d'entre elles, mais cela n'a rien à voir avec de l'éthique. C'est simplement de la prudence. Ce que s'obstinent à ne pas vouloir comprendre les néolibéraux dogmatiques, mais que les praticiens managériaux saisissent en revanche fort bien, c'est que la théorie des parties prenantes est moins une doctrine morale qu'un instrument stratégique, un cadre intellectuel pour l'action. D'où parles-tu ? Avait-on coutume de demander, à gauche, dans les années 70. Ma notion de partie prenante, répond en substance Freeman, je l'ai formulée en adoptant le point de vue du chef d'entreprise. L'idée étant que si un groupe ou un individu peut affecter la firme ou être affecté par elle et réciproquement,
alors les dirigeants doivent s'en inquiéter. Cette théorie était destinée à analyser toutes les forces et toutes les pressions externes, qu'elles soient amies ou ennemies, afin de mettre en œuvre des stratégies dans des environnements turbulents. Jusqu'alors, les théories du management s'étaient surtout préoccupées des gens à l'intérieur des organisations, dans une sempiternelle quête pour rendre les travailleurs plus productifs. À présent que l'on fait face à des contestations externes, l'ambition est alors d'élargir la sphère du pouvoir managérial, de faire de l'environnement social de la firme un nouvel objet pour le management stratégique. Tout comme l'État a ses affaires étrangères, l'entreprise aura alors ses affaires extérieures. Certains évoquent même à l'époque un management de l'environnement total. Et encore une fois, je vais vous le replacer parce que ça me semble pertinent, c'est l'explication même, là, dans le texte, de pourquoi le capitalisme est un fascisme. Dans la vision capitaliste, ils font contrôler la société. Il faut contrôler l'entreprise qui produit, qui est le lieu capitaliste par essence, mais il faut aussi contrôler la société qui l'entoure. Il faut contrôler le social, il faut contrôler les gens. Et pas de n'importe quelle manière, dans les intérêts de l'entreprise et dans l'intérêt des possédants de l'entreprise, des patrons, du patronat. C'est en ça que, de manière très factuelle, très claire, il est montré par A plus B, là, que vraiment, c'est un mode de fonctionnement qui est fasciste, de tyrannie, de contrôle, de despotisme. Ça ne peut pas être autre chose. Ça n'est pas possible d'être autre chose. C'est très clair dans le texte, en fait, encore une fois. C'est dit de manière très évidente. Je reprends. La notion de partie prenante est un concept amphibie, apparaissant tour à tour comme une notion éthique, comme une catégorie stratégique. Cette ambivalence qui en fait tout l'intérêt pour le management, en ce qu'elle lui permet de jouer sur les deux tableaux. Mais cette duplicité entraîne aussi d'importantes tensions conceptuelles. Tandis que sous le versant éthique, les parties prenantes apparaissent comme des sujets envers lesquels le management aurait des obligations. Sous le versant stratégique, elles sont pensées comme des objets qu'il lui faut soumettre. D'un côté, le respecter, de l'autre, les tenir en respect. D'un côté, les reconnaître, de l'autre, les identifier. Qui compte comme partie prenante? Tout dépend du point de vue auquel on se place. Si vous chaussez vos lunettes éthiques, le critère de prise en compte ne saurait se fonder sur des considérations de puissance. Dans le cadre d'une théorie de la justice, en effet, les sujets, même et surtout s'ils sont en situation de faiblesse, doivent être reconnus. Or, c'est précisément ce qu'exclut la prise en compte stratégique, qui n'a Dieu que pour les forts, que pour les groupes susceptibles de constituer une réelle menace, rejetant alors tous les autres dans l'insignifiance. Selon cette seconde perspective, la prise en compte d'une partie prenante dépend de sa puissance d'affection, de son impact potentiel sur les affaires de l'entreprise. Plus une force sociale représente une menace importante, plus il faut lui accorder de considération, ceci indépendamment de la question de savoir si elle est ou non légitime. À la rigueur, seul compte sa capacité de nuisance. Si vous voulez être reconnu comme des parties prenantes, il faut vous constituer en facteur de risque. Il y a donc dissonance entre les critères de la reconnaissance morale et ceux de l'identification stratégique. Un groupe considéré comme partie prenante du point de vue stratégique pourra ne pas l'être du point de vue éthique, et inversement. Face à ce problème, certains auteurs de ce courant ont proposé une synthèse éthico-stratégique des critères de la reconnaissance. Mitchell et ses co-auteurs proposent ainsi de croiser trois facteurs. Le pouvoir dont disposent les groupes par rapport à la firme, leur légitimité, l'urgence de leurs revendications. Combinés entre eux, ces différents traits accouchent d'une typologie. Or, une catégorie préoccupante se découpe dans le tableau, celle des parties prenantes dangereuses, caractérisée par le fait qu'elles ont du pouvoir sur la firme tout en manquant de légitimité alors même qu'elles portent des revendications urgentes. Ces parties prenantes-là, prédit-on, vont se montrer coercitives et possiblement violentes, littéralement dangereuses pour la firme. À qui ou à quoi est-ce qu'on pense? Pêle-mêle, aux grèves sauvages, au sabotage du travail, au terrorisme. Sur la liste
De ces parties prenantes qui ont recours à des tactiques coercitives sont ainsi regroupés les ouvriers de General Motors, qui soudent des canettes sur les blocs moteurs pour protester contre la politique de la compagnie. Les écologistes qui plantent de longs clous dans les arbres pour rendre le tronc inexploitable dans les scieries. Les terroristes qui posent des bombes, se livrent à des fusillades, organisent des prises d'otages. Un exemple, l'ANC de Nelson Mandela, qui relève de cette catégorie dangereuse pour avoir fait usage du pouvoir coercitif contre le régime de l'apartheid. Vous avez encore besoin d'exemples pour montrer que vraiment le capitalisme est un fascisme ou pas? Ou ça c'est assez clair? Je vous pose la question parce qu'on sait jamais, hein, mais ça commence à faire beaucoup quand même. Bon après moi je suis en mode surprise pas surprise parce que ça fait des plombes que je vous le dis, hein, mais voilà. Hein. Je reprends. De fait, sous Reagan, Mandela et l'ANC furent placés par les États-Unis sur la liste des organisations terroristes. Et cela jusqu'en 2008. Bref. Je reprends. Mais nos auteurs ont une conscience morale. Et celle-ci les taraude en écrivant ces lignes. N'est-il pas en effet indécent de gratifier de tels acteurs du label de partie prenante alors même qu'ils sortent à l'évidence des limites de la légitimité? Ne risque-t-on pas ce faisant de légitimer des illégitimes, des violents? On voit où est leur éthique. Hein. On voit vraiment où est leur conscience morale. Hein. Waouh! Ben, je vais boire un coup mon café, tiens. Ouais. Je suis étonné qu'il n'y ait pas genre Fred qui est en train de péter un câble dans le chat. Je me serais attendu à des insultes sur ces connards. Vraiment. Je suis étonné, c'est calme. Le chat a l'air tranquille. Le chat a l'air beaucoup trop tranquille. Je reprends. Nous sommes très mal à l'aise avec l'idée que les agents dangereux puissent se voir accorder une certaine légitimité en vertu de la typologie que nous proposons. Nous nous sentons obligés d'identifier des parties prenantes dangereuses, mais ceci sans forcément les reconnaître, puisque, comme la plupart de nos collègues, nous abhorrons ces pratiques. Nous sommes tout à fait conscients que ce refus de reconnaître une partie prenante identifiée comme dangereuse est une contre-mesure efficace dans la bataille pour maintenir la civilité et la civilisation. Ouah, non mais vraiment. Hein. En identifiant ici cette classe de parties prenantes, nous adhérons consciemment à cette tactique. Ouais. Voilà. C'est citation dans le texte, hein, ce que je viens de vous dire. Hein. Ah là là. Je reprends. Identifier n'est pas reconnaître. Si l'on identifie, en général, c'est pour interpeller et mettre au trou. Ah bah tout est dit. Ça encore une fois, c'est Grégoire Chamaillou dans le texte. Hein. Je viens de vous faire une citation horrible. Et la première phrase de Chamaillou suite à la citation, c'est « Identifier n'est pas reconnaître. Si l'on identifie, en général, c'est pour interpeller et mettre au trou. » Genre vraiment, mais Chamaillou qui est là pour mettre des scuds en mode « Bon, on va replacer les choses dans leur contexte. » Voilà, ça c'est fait. Très bien. Je reprends. Mais bien sûr, comme ils prennent la peine de le préciser, l'identification policière n'implique pas, tant s'en faut, la reconnaissance morale. C'est même le contraire, puisque la tactique à laquelle ces éthiciens adhèrent, consciemment donc, procède en identifiant des parties prenantes comme dangereuses, c'est-à-dire illégitimes et réciproquement, à leur opposer un refus de reconnaissance, qui autorisera à leur encontre un déploiement exceptionnel de la force au nom de la défense, de la civilité et de la civilisation. Donc on rappelle du suprémacisme blanc, hein, concrètement du suprémacisme blanc. Parce que là, ce qui est ciblé hein, spécifiquement, c'est entre autres choses Mandela. C'est-à-dire que littéralement, les combats pour les droits des personnes racisées, littéralement, sont reconnus comme étant illégitimes et nécessitant le recours à la force.
Donc, je ne vois pas comment c'est possible, de près ou de loin, de réussir à venir là, maintenant, et dire non, mais le capitalisme, c'est pas un suprémacisme blanc. Je ne vois pas comment, si vous êtes là en train d'écouter, et d'écouter notamment depuis le début cet ouvrage, ou les différents lives de lecture de sciences humaines et sociales que j'ai pu faire, vous pouvez encore vous poser vraiment sur le mode de non mais le capitalisme on peut le réformer, non mais le capitalisme c'est pas forcément intrinsèquement raciste, etc. etc. Genre vraiment c'est littéralement le projet dans le texte, dans la citation même des auteurs, les propos des auteurs au sens littéral quoi, genre ah bref le tone policing demandé par suprémacisme face à la violence institutionnelle et entrepreneuriale. Oui, mais même pas qu'institutionnelle. Rendez-vous compte que là, on parle certes d'institutions, certes d'entreprises, mais on parle aussi de social, de monde social. Quand vous parlez là, pour le coup, de Mandela, c'est pas juste des institutions et c'est pas juste des entreprises, qu'on soit d'accord. Enfin, sinon, encore une fois, on évacue le problème du racisme beaucoup trop facilement. Hein. Au revoir le petit bot. Bisous le petit bot. C'est une société qui s'est construite où certes il y a des institutions, certes il y a des entreprises, mais il y a des gens en fait. Il y a des gens dedans qui font tourner, qui font preuve de racisme, qui valident, qui renforcent tous ces fonctionnements, toutes ces institutions, ces entreprises, etc. Et vraiment, là aussi, ça, c'est dans le texte ce qui est dit. Rappelez-vous que pour les entreprises, pour ce courant de pensée néolibéral, etc., ce qu'ils appellent les rationnels, ça c'est ok, on peut papoter avec eux, on peut être d'accord. Et les rationnels, concrètement, ce sont les traîtres. Hein. Ce sont ceux qui, à chaque fois, vont détourner les forces justement militantes, etc., pour leur intérêt perso. Autrement dit, de manière peut-être un peu plus claire, en gros, c'est souvent les mecs cis blancs hétérovalides qui viennent utiliser tous les mouvements qui se mettent en place, mouvements par les personnes racisées, mouvements par les meufs, etc., par les handicapés, etc., bref, toute forme d'oppression, qui viennent détourner ces mouvements pour s'intéresser surtout à leur petit cul et se donner de leur avantage à eux, juste à eux. Voilà. Je continue. Je reprends. Identifier... non, ça je l'ai lu, pardon. L'ANC a fait usage d'un pouvoir coercitif face à l'État policier raciste qui faisait régner la terreur en Afrique du Sud. Par conséquent, conclut-il, l'ANC était illégitime. La stupéfiante arrogance de cette position, commente Subabrata Banerjee, non seulement nie les années de lutte contre la domination coloniale, mais sert aussi à justifier la culture et le gouvernement qui régnaient alors en Afrique du Sud. Un argument aussi fallacieux qu'anti-historique, qui détourne l'attention du pouvoir coercitif, utilisé par les gouvernements légitimes, entre guillemets, pour la focaliser sur le pouvoir coercitif dont s'est servi l'ANC dans sa résistance. Les auteurs sont silencieux sur le premier, mais se déclarent bien entendu horrifiés par les seconds. Ça, c'est Grégoire Chamaillot dans le texte. Hein. Et bonjour Disto, j'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible. Je reprends l'oubli plus ou moins conscient que la société est de l'humain dans l'institution, la froideur et la violence administrative en action, en fait. Alors, oui, et non. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai un problème avec un truc un peu con dedans. Et après, je vais lire aussi ça. Je vais dire d'abord la phrase d'après. Ah ouais, les no-cap, je connais. Oui, je sors du leurre que juste pour dire ça. Bonjour. Parfait. Ça me va. Pourquoi est-ce que ça me dérange un peu ta phrase, Lolo ? Alors, encore une fois, je précise, c'est pas pour vous attaquer vous en tant qu'individu, c'est bien pour comprendre les tenants et aboutissants qu'il y a derrière. En fait, si on part sur une vision de les humains et la société, c'est de l'oubli plus ou moins conscient, encore une fois, on met de côté que activement, il y a des gens aussi, bien sûr que l'oubli en fait partie, hein, mais ce n'est pas le seul moyen dont le racisme s'exprime en fait dans les sociétés, en dehors des cadres, on va dire, administratifs, entrepreneurial, etc. Il faut bien capter qu'il y a des gens, certes, qui sont dans le suprémacisme blanc et qui, par ignorance blanche, contribuent, renforcent, etc. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est un constat. Mais le racisme, il s'exprime aussi directement par le voisin qui va venir littéralement insulter la personne racisée qui vit à côté, qui va venir crever ses pneus, etc., etc. Et là, on n'est plus dans l'ignorance blanche. Hein.
Et ça, encore une fois, faut pas l'oublier. Pour vous le faire sur un autre niveau, aujourd'hui, si on prend par exemple la France, c'est un peu simple si on vient dire, alors le racisme, bah écoutez, c'est les institutions, c'est les entreprises, certes, mais sinon c'est les gens qui font pas gaffe d'être racistes. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Oui, il y a des gens qui sont purement dans l'ignorance blanche, et une grande majorité le sont, qu'on soit d'accord, qui participent à renforcer les mécanismes racistes, en l'occurrence, qui contribuent à différents niveaux, mais vous avez aussi activement des militants, notamment par hasard, les militants d'extrême droite, vraiment par hasard, par exemple le RN, vraiment par hasard, voyez-vous, qui sont activement en train de faire preuve de racisme, on va dire, d'attaques concrètes, qui vont agresser des gens, qui vont avoir des projets justement politiques, donc qui vont venir influencer et forcer au niveau des institutions à des lois aussi. Enfin voilà, il y a quand même un moment donné où il n'y a pas que le peuple qui est juste ignorant. Et en soi, l'ignorance blanche en tant que concept, encore une fois, c'est quelque chose qui est vrai, qui existe, mais c'est pas tout, quoi. Et ça, il faut pas l'oublier. Parce que, en fait, le problème, c'est que si on a souvent ce discours de dire, en gros, bah, les blancs font pas exprès parce que c'est l'ignorance, et ben, en fait, ça va contribuer en tant que tel à l'ignorance blanche. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre de dédouaner et de dire, bah oui, c'est vrai que c'est l'ignorance blanche, bon, bah voilà, c'est très triste. Mais il y a un côté aussi, ça va se déresponsabiliser. Et c'est pas ok, c'est même tout l'inverse. L'ignorance blanche, c'est bien là pour vous montrer, vous êtes responsable en fait. Vous êtes responsable parce que vous faites pas l'effort. Et du coup, vraiment, si on va sur des discours comme là, on va dire l'oubli plus ou moins conscient de la société et de l'humain dans l'institution, alors que par contre l'administration, c'est l'action, en fait, froid, etc. Bah en fait, ça va produire ça en fait. Ça va produire cette déresponsabilisation. Et pour moi, vraiment, c'est un problème. Bien sûr qu'il y a l'ignorance blanche, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a activement des gens qui contribuent. Et il y a activement des actions concrètes, d'agression, etc. qui se font en parallèle de l'ignorance blanche qui existe. Et qui est en soi un continuum dans lequel les gens sont actifs sur le fait d'être dans l'ignorance, de ne pas se renseigner, de ne pas faire l'effort, de ne pas remettre en question, de ne pas intervenir. Il y a vraiment, à un moment donné, faut prendre la responsabilité quoi, du truc. Et vraiment, pour moi, c'est important de bien faire gaffe quand on parle, parce que justement, il faut bien prendre conscience de ça. Voilà. Et en même temps, je réponds à quelqu'un en MP. Hop. Clairement, là, je suis d'accord, et il y a un continuum raciste. Ça me rappelle d'ailleurs le continuum féminicide de je ne sais plus quelle autrice. Toutes les oppressions, en fait. Toutes les oppressions ont globalement les mêmes mécanismes. Il faut bien se rendre compte que, encore une fois, si vous prenez par exemple le parti du FN, c'est un parti qui est antisémite, donc concrètement, factuellement raciste, parce que l'antisémitisme est une forme de racisme. Le fait est que, au-delà de ça, on voit qu'aujourd'hui, bien sûr, ils sont racistes, et c'est le cœur du truc, mais elles sont aussi sur d'autres haines, parce que justement, ce sont les mêmes mécanismes qu'on retrouve. Même si le cœur du projet du FN et des militants FN, ça a toujours été le racisme, et de manière évidente, c'est la pierre angulaire du truc, étonnamment, chez les militants du FN, vous allez retrouver très facilement de la LGBT-phobie, vous allez retrouver du sexisme, vous allez retrouver du validisme, etc. Parce que c'est exactement les mêmes fonctionnements en fait qu'il y a en action derrière. Ça se reproduit de la même manière en fait. Des fois, il y a même l'effort inverse d'éviter absolument ces questions. Oui, complètement. Mais complètement. Le mal dans l'obéissance aveugle de Simone Weil, et on y jetant un aveuglement volontaire pour ne pas voir sa propre responsabilité. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Du coup, j'espère que tu vas bien, camarade Disto. J'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible. L'ignorance blanche, c'est pas qu'un oubli des trucs qui te tâchent, c'est une volonté de faire disparaître les histoires de l'histoire. Oui, complètement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que vraiment, nous sommes dans un processus où activement, on ne veut pas savoir, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas se renseigner. C'est pas juste, je sais pas, et c'est parce que je sais pas que du coup ça se passe. Non, il y a vraiment une part active dans le fait de ne pas vouloir savoir, de ne pas se rendre, on va dire, conscient des éléments, des tenants et aboutissants, de ne pas faire ce travail-là, de les nier, de les ignorer. Il y a vraiment une part active. Et ça, encore une fois, faut pas l'oublier, quoi. Faut pas le mettre de côté. C'est beaucoup trop simple de le mettre de côté. Beaucoup trop simple. Je reprends. Écoute, ça va, j'essaie de me recaler dans un rythme pour exister. Et ici, comment ça va?
Pareil, je canne. Insomnie sur insomnie. J'arrive pas du tout à stream à 10h du mat. Je meurs. Voilà, je meurs, je canne. Je vous le dis, je canne. J'en peux plus. Alors attendez, en plus, faut que je réponde à un truc. Hop. Hop, je reprends. Mais, fort heureusement, poursuivent ces auteurs, l'ANC, en acquérant de la légitimité et en abandonnant le recours au pouvoir coercitif, est passé du statut de partie prenante dangereuse à celui de partie prenante dépendante. Ah mais même la formulation, elle est horrible. Mais tout est dit, hein, mais voilà, bref. C'est-à-dire, dans leur classification, une organisation revendication légitime et urgente, mais dénuée de pouvoir autonome. Vous vous souvenez pourquoi est-ce que je vous disais que du coup le réformisme c'est de la merde ou pas? Est-ce que vous voyez le point avec ce qui est en train d'être dit dans le texte? Ah, vraiment, vraiment. Une position qui lui a permis de gagner le soutien d'autres acteurs. L'organisation est alors devenue une partie prenante dépendante des entreprises multinationales établies en Afrique du Sud. En tant que telle, l'ANC fut en mesure de recevoir la protection de parties prenantes plus saillantes, en particulier les investisseurs. Dès lors, le mouvement de désinvestissement mondial dirigé par les actionnaires de multinationales fut une force majeure pour la transformation du régime. Selon cette intéressante réécriture de l'histoire, ce sont donc les multinationales et leurs actionnaires, fervents militants anti-apartheid, on en a eu un exemple criant plus haut avec le cas de Shell, qui, en prenant généreusement sous leur aile un mouvement de libération dépendant, qui ont orchestré une campagne de boycott et de désinvestissement et des sanctions qui a permis de faire tomber le régime. Ah, c'est quelque chose quand même. Hein. Non mais vraiment, vraiment c'est... Oh, le foutage de gueule, mais à un niveau... Les mecs réécrivent l'histoire en disant « Non mais franchement, c'est grâce à nous, les actionnaires, qu'il n'y a plus d'apartheid. Franchement, qu'est-ce qu'on est cool. » Alors même que, comme ça a été dit dans le texte par Grégoire Chamaillou, Shell a activement essayé de détruire les mouvements réformistes, a essayé activement de détruire toutes les contestations envers, justement, le régime d'apartheid, parce que ça leur allait bien, parce qu'économiquement, c'était rentable. Mais on est censé dire que c'est grâce à eux que les personnes ont pu être libérées, bien sûr. Qu'on a arrêté l'apartheid, bien sûr. Franchement, le culot, faut le placer haut quand même. Hein. C'est un niveau. Oh oh. C'est vraiment quelque chose. Hein. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Disto, tu es arrivé, à mon avis, du coup, après. Tout à l'heure, on parlait que justement, ces théoriciens expliquaient que ce qui était important, c'était pas que la cause était légitime, c'était que la cause soit en mesure d'avoir un impact sur l'entreprise. Et donc, plus concrètement, même si une cause est légitime, si elle touche pas suffisamment de monde ou que, en tout cas, les gens n'ont pas les moyens d'attaquer, d'avoir des conséquences sur l'entreprise, on s'en fout. A contrario, même si c'est complètement illégitime la demande, si c'est fait par des gens qui ont des moyens de mettre des bâtons dans les roues dans l'entreprise, alors il faut réagir et il faut le considérer comme important. Et donc du coup, bah ouais, effectivement, le réformisme n'écoute jamais les personnes des groupes les plus vulnérables, parce que, bah oui, voilà. c'est pas le point, c'est pas ce qu'ils veulent. En même temps, ils s'en foutent, parce que ça peut pas représenter de danger. Donc le réformisme, ça permet de justement faire passer la pilule avec des gens avec qui tu peux collaborer, à qui tu peux donner des thunes, à qui tu peux donner des postes en entreprise, et hop, tout va bien. Donc quel enfer, quel enfer, quel enfer. Quel putain d'enfer. Quel putain d'enfer. D'ailleurs, dans un autre registre, ça se passe bien ton jeu où tu pêches? Je crois que c'est Dredge, je crois. Il y a de la pollution, je crois un petit peu aussi dans ton jeu, non? En vrai, je suis souvent là en lurk, je te regarde et je t'écoute, mais je fais d'autres trucs. Mais du coup, j'espère que ta partie avance bien, malgré les poissons chelous et mutés et bizarres. Mais voilà. Je reprends la lecture. Soit un groupe dangereux. Que faire? D'abord, l'identifier, mais ceci sans le reconnaître, c'est-à-dire sans lui accorder la légitimité, en le délégitimant donc, ce qui autorisera sa répression. Ceci pour le pousser à renoncer à l'usage de ce qu'ils appellent le pouvoir coercitif, une catégorie très large, qui englobe, au-delà de la force physique, tout le répertoire de l'action directe, toute forme de confrontation extra-parlementaire, et le réduire par l'abandon de sa force, au statut de partie prenante dépendante.
Alors, s'il dépose les armes, il obtiendra la reconnaissance des puissants, qui l'inviteront à leur table, le légitimeront, iront éventuellement jusqu'à l'appuyer dans son ascension, non sans s'être préalablement assuré, en le domestiquant au besoin, de sa docilité. Oui, Dredge, c'est rigolo, on a utilisé un dieu très ancien comme piquet de grève, donc moi ça me va, parfait. Allez, go. Non mais Cthulhu gréviste, moi ça me va. Hein. Is ok, hein. J'aime bien le plan. Hein. C'est ça qui me tue, c'est que tout est tellement clair, quoi. C'est un truc qui vraiment me fume dans la pensée des néolibéraux. Les mecs ont tellement aucun minimum de respect, de conscience de l'autre, etc., qu'ils sont capables de dire en clair, on va tous vous défoncer pour notre intérêt perso, et franchement, aucun regret, et on voit pas le problème. Ça, et vraiment, ça me tue. Genre, quel niveau de raclure, de fond de bidet faut être pour se dire vraiment mon projet de vie, tu vois. Mon projet de vie, c'est d'écraser les autres, et je vois pas le problème, quoi. Genre, vraiment, moi, ça me va. Si moi j'ai et que les autres n'ont pas, ça me va. C'est cool. Je comprends pas, en tant qu'humain, comment tu peux te dire ça, comment tu peux fonctionner comme ça. C'est un truc vraiment qui m'est pas accessible. Je suis sûr que de plein de manières, hein, je contribue à faire de la merde. Hein, vraiment à plein de manières, je vois pas comment, dans une société aussi violente, oppressive que les nôtres, je peux pas, d'une manière ou d'une autre, contribuer à des trucs qui vont pas. Mais se dire, premier degré, en toute connaissance de cause, vas-y, go, j'écrase les autres et ça me va, je vois pas comment c'est possible. Je vois pas comment tu peux être un humain décent et te dire, vas-y, c'est bon, quoi. Bon plan de vie. Vraiment, je ne comprends pas. C'est... Ouais, non, vraiment, je comprends pas. Ça me... Bref. La silité ne fonctionne pas avec toutes les notes. La silité, je sais pas ce que c'est la silité. Je ne comprends pas ce qu'est le mot, la silité. Je sais pas ce que t'as voulu dire. J'ai pas compris ultra cute. Je reprends la lecture. Les parties prenantes dangereuses, nous dit-on, sont illégitimes. Mais ce qu'il faut entendre, c'est plutôt ceci. Seuls des inoffensifs peuvent être réputés légitimes. Et il n'y a pas d'opposant légitime aux yeux du pouvoir que celui qui est inapte à le menacer. Voilà le secret de la légitimité vu par les maîtres. Ne sont reconnus comme légitimes que ceux qui ont renoncé à leur force. La légitimité, c'est la médaille de pacotille qu'on leur octroie en échange de leur désarmement. Tel est l'enjeu de la lutte pour la reconnaissance ainsi conçue. Quelle est en effet la condition d'obtention de cette légitimité à laquelle certains aspirent? Elle se résume au mot d'ordre du maître, celui que dénonçait déjà Malcolm X. Ne combattez que dans le respect des règles fondamentalement établies par ceux contre lesquels vous luttez. Ne luttez qu'en vous pliant à ces règles mêmes qui sont faites pour vous priver des moyens de la lutte. Les deux phases de la théorie des parties prenantes. Reconnaissance éthique, identification stratégique, s'articulent pour former un dispositif de double contrainte s'abattant sur les acteurs. Si des parties prenantes parviennent à construire un rapport de force, alors qu'elles seront prises en compte au plan stratégique, mais délégitimées au plan éthique. La fausse alternative que ce dilemme de la reconnaissance entend laisser aux contestataires est la suivante. Soit puissance illégitime, soit légitimité impuissante. Tel est le piège. Non, mais j'ai pas. Alors là, je vois que tu fais une blague, du coup, ultra cute, mais j'ai pas compris la première phrase. Hein. Vraiment, j'ai pas compris à quoi tu fais référence. Je suis désolé, je suis passé à côté. Je reprends. De prime abord, la théorie des parties prenantes peut sembler n'être qu'un écran de fumée, une simple idéologie. Mais il ne faut pas s'y tromper. Elle est beaucoup plus que cela. Elle est biface. Elle fournit au management à la fois le lexique d'un discours éthique, les catégories opératoires pour une gestion stratégique de la contestation. À la notion de parties prenantes sont en effet associés des instruments d'analyse, des sociogrammes, des modèles analytiques, permettant de cartographier méticuleusement le pouvoir et l'enjeu que représente chaque groupe. Ou les fausses représentations, il y a de vraies technologies. Lors d'une conférence organisée à Houston en 2011, sur les relations avec les parties prenantes, dans le cas particulier de la fracturation hydraulique pour l'extraction du gaz de schiste, un dénommé Matt Carmichael, chargé des affaires extérieures pour Anadarko Petroleum, donnait des conseils de lecture à son auditoire. Si vous êtes un chargé de relations publiques dans cette industrie, je vous recommande 3 choses. 1. Téléchargez le manuel de contre-insurrection de l'armée américaine, parce que ce à quoi nous avons affaire ici, c'est une insurrection. Il y a beaucoup de leçons utiles à tirer de ce texte. Moi qui ai un bagage militaire,
J'y ai trouvé des idées vraiment remarquables. 2. Il y a un cours à Harvard et au MIT 2 fois par an, et ça s'appelle « Gérer des publics en colère ». Prenez ce cours. Il y a beaucoup de gradés dans notre armée qui suivent cet enseignement. Ça nous donne les outils. 3. Je possède un exemplaire des règles de Rumsfeld. Vous connaissez tous Donald Rumsfeld, c'est un peu ma bible, c'est comme ça que je procède. Vous vous souvenez encore une fois de la phrase que j'ai tendance à vous répéter? Ou pas? Ah oui, c'est vrai, c'est bon, j'ai retrouvé. Le capitalisme est un fascisme. Vous faut encore des exemples ou le 150e qui vient de s'accumuler est suffisant? Genre vraiment, hein? Vraiment, hein? Ouais, gérer des publics en colère. Non mais ouais, c'est... Genre première étape, manuel de contre-insurrection de l'armée américaine. Ok. Ok. Très bien. Soit. Et bah go, hein. Go tout cramer, hein. C'est Adorno, Léa streamereuse. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Après, ça me va. Je peux vivre avec. J'ai pas de soucis. Bon, je reprends. À la suite du caca. Après mon cours de management quantique, j'ai cours de sabotage de mouvement social. Ouais. Un autre intervenant, Aaron Goldwater, dirigeant d'une PME informatique, concluait la session du jour. Prêchant pour sa paroisse, il insistait sur l'importance des méthodes de collecte de données et de data mining. Plusieurs personnes, au cours de cette journée, ont évoqué une bataille avec les parties prenantes, une guerre avec les parties prenantes. Eh bien, si vous allez voir des experts en la matière, je veux dire des militaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent des renseignements. Comment allez-vous vous y prendre pour collecter des renseignements sur vos parties prenantes? Parce qu'au final, vous allez devoir faire avoir avec elles. Et donc, il vous faut être renseigné sur leur compte. Les parties prenantes, ça va avec, par exemple, une géographie. Elles ont des tas de façons de communiquer, elles ont des relations, beaucoup plus de relations, et toutes ces relations sont importantes. Mon père était un activiste et papa était associé à beaucoup d'autres personnes. Il s'appuyait sur ces relations pour mener son combat. Et donc Vital poursuit le fils indigne. Oh mais PTDR. Pardon, hein. Non mais pardon, hein. Mais Grégoire Chamaillou, mais je l'aime tellement. Oh là là, mais Grégoire Chamaillou. Change rien. Oh c'est magnifique. Oh vraiment, faut pas changer, hein. Il faut pas changer, mec, hein. Continue dans ta lignée, hein. Je reprends, du coup, pardon. Il est donc vital, poursuit le fils indigne, de retracer et de cartographier les relations entre les parties prenantes. Et là encore, les militaires sont un modèle à suivre. L'armée ne dépense pas des milliards de dollars en data mining juste pour le fun. Ils veulent savoir qui a des relations avec qui. Les entreprises doivent faire de même. L'idée est d'avoir une base de données qui contienne non seulement les enregistrements de toutes vos conversations offline, mais aussi de toutes vos conversations online. Ce qui vous permettra de vous rendre compte que Marie, par exemple, quand nous avons parlé avec elle de la fracture hydraulique, nous a dit à nous « Ah, très bonne idée !» et qu'ensuite elle est allée sur Twitter pour dire « Ah, ces sales bâtards vont faire de la fracturation près de chez moi !» Comment donc pourriez-vous le savoir sinon? Il faut vous mettre à combiner vos données. Genre vraiment grosse merde. Donald Rumsfeld, ça me disait quelque chose. Ah bah grosse merde sur 20, oui, c'est que des gens horribles. Hein. Ce qui a été cité là de toute façon, c'est pas des trucs bien. Hein. Qu'on soit d'accord, hein. C'est pas des gens très très bien. C'est pas une manière de voir le monde très très bien. C'est très oppressif, c'est très des fascistes, c'est très des militaires, c'est très des néolibéraux dans tous les sens. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est ouais. Pour la blague, Adorno, c'est tout est fasciste, même ta façon de respirer. En gros, pour mettre l'accent sur la construction sociale des fascismes dans la société. Et a raison, pour le coup. Reminder que c'est entre autres à ça que servent les données vendues par les réseaux. Oui, complètement. Mais là, encore une fois, hein, moi je reviens toujours sur ça parce que c'est vraiment le truc qui me tue le plus. C'est l'effroyable franchise dont ils font preuve. Là, c'est le texte en clair d'un mec qui a pris parole, qui explique ça, là, tout ce que je viens de vous dire, ça, c'est les paroles en clair d'un mec lors d'une convention. Littéralement, les mecs n'ont aucun problème à revendiquer, à afficher qu'ils sont des gros connards. C'est un truc de fou. Genre vraiment, ils ont tellement confiance dans le fait que c'est eux qui ont le pouvoir, qui sont les dominants et que c'est normal et qu'il faut continuer comme ça, qu'ils ont aucun problème à dire
en toute clarté, en toute franchise, ouais, on est des connards. Ah ouais, vraiment, ouais. Ah, on adore vous défoncer la gueule, on adore vous exploiter, on aime. Nous, vraiment, on prend des barres incroyables, là. Hein. Ah. Et vraiment, ça me fume, cette franchise. Cette capacité à pouvoir afficher à quel point, fondamentalement, ta vision du monde, ta manière de fonctionner est purement horrible, oppressive à tous les niveaux, et que tu vois pas le problème. Ça me tue. Vraiment, ça me tue. Je suis même pas surpris, hein, qu'on soit d'accord, hein, parce que c'est un truc que j'ai vu en entreprise, hein. Mais ouais, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. GMP a fragile la page wiki du type. Je ne sais pas qui est fragile, là, comme ça. Et du coup, je présume que tu as partagé la... Ah, Fred, d'accord, parce que j'allais dire, à fragile, je sais pas qui c'est, je ne comprenais pas. Mais oui, non, mais c'est quelqu'un de connu, Rumsfeld. C'est pas un petit nom, hein. Et encore une fois, c'est de la merde. Comme tous les noms qui ont été cités. Comme tous les manuels qui ont été cités, il n'y a rien qui va. Je reprends. Où l'on découvre, sous les dehors d'un discours lénifiant, autre chose. La transposition à celles et ceux qui s'opposent aux opérations corporate. De méthodes de renseignement développées par des spécialistes de la contre-insurrection, en Irak, en Afghanistan, sous l'appellation de cartographie du terrain humain. Ainsi se remilitarisent des concepts que l'on croyait démilitarisés. Le schéma que Schmitt proposait pour rendre compte de la conceptualité libérale doit être corrigé. Entre économie et éthique, il y a un troisième pôle stratégique qui opère la médiation entre les deux autres, entre la théorie économique de la firme, comme Nexus, la théorie éthique de la firme, comme partenariat responsable, il y a une troisième terme, la théorie du management stratégique des parties prenantes. Et quand on passe de la firme contrat à la firme conflit, les concepts à nouveau se dédoublent. Sous l'aspect éthique, on parle de reconnaissance de l'autre. Sous l'aspect stratégique, on pratique l'identification militaro-policière. Sous l'aspect éthique, on glorifie le dialogue. Sous l'aspect stratégique, on mène le combat. Avec ce paradoxe que ces catégories dépolitisées servent à faire de la politique, que des catégories démilitarisées servent à faire la guerre. Sur le papier, il est vrai, chacune de ces trois visions semble théoriquement incompatible avec les autres. Cela n'exclut pourtant pas leur complémentarité pratique. Entre la conception de la firme comme un nœud de contrat, celle de l'entreprise comme une machine de guerre, entre un Jensen et un Pagan, rien de commun, intellectuellement parlant. Et pourtant, le triomphe de l'un ne rendait que plus nécessaire encore le développement de l'autre. La réorientation néolibérale de la gouvernance d'entreprise, son ralliement drastique sur le profit actionnarial, ne va pas sans entraîner des impacts sociaux environnementaux massifs qui, si Polanyi a raison, tendent historiquement à susciter de puissants contre-mouvements sociaux auxquels ce management ne saurait en retour faire face en restant dépourvu de pensée stratégique ad hoc. Et là, encore une fois, les choses sont assez claires. Quand moi je vous dis que justement vous pouvez avoir des gens qui sont politiquement, intellectuellement, officiellement opposés, concrètement leur action à chacun ne fait que renforcer l'un et l'autre, c'est pas sans raison. Quand vous avez aujourd'hui des gens, typiquement, je vais taper sur la politique française, des SOCDEM qui avancent, donc le PS et compagnie, en disant « Non mais nous, on est là pour contrer les problèmes du capitalisme, le méchant capitalisme qui détruit tout, mais qu'il faut réformer !» Parce que vous comprenez, c'est pas le capitalisme le problème, c'est les gens font du caca, mais le capitalisme il est bien, il suffit de mettre quelques petites réglementations par-ci par-là. Concrètement, la seule chose qu'ils font, alors même que ce sont censés être des partis politiques, ils dépolitisent la politique. Ils arrivent à dépolitiser l'objet même d'une politique, de la politique, ce qu'est la politique. Et du coup, de fait, la seule chose que ça permet, c'est de renforcer ceux qui, en toute conscience, travaillent ces vecteurs-là. Ces vecteurs-là, en l'occurrence, je vais le redire de manière très claire, de fascisme, oppressif, en fait. Encore une fois, quand vous avez des gens d'extrême droite, ou même juste de droite, qui avancent, ils avancent main dans la main avec les mous du bulbe qui sont au PS, avec tous ces centristes, ou même avec cette gauche qui est pas trop à remettre en question les modèles. Parce qu'encore une fois, s'ils remettent pas trop en question les modèles, ils sont validés par ce magnifique système, ce système qui est actuellement le système en place, avec des puissants. Ça te permet de toi aussi faire partir des puissants. C'est incroyable, c'est agréable. Et bien du coup, ton intérêt n'est pas de renverser ce système, puisque dans ce système, si tu dis on va réformer un peu doucement, pas trop, sans faire trop de vagues,
tu deviens un des puissants, donc tu possèdes, tu es au-dessus. C'est bien, c'est confortable, t'as aucun intérêt à le remettre en question, t'as aucun intérêt à combattre ça. Les seuls qui peuvent avoir un intérêt à remettre ça en question, c'est tous les autres en fait. Et tous les autres, du coup, ils sont pas vus comme légitimes, notamment parce que toi, là, tu viens dire que c'est pas légitime avec ton petite prise de position, du coup, de PS, de SOCDEM. Encore une fois, ce sont des trucs qui sont complémentaires, même si officiellement, même si intellectuellement, etc., ils disent « Oh, on est opposés », c'est simple, c'est quand même marrant, mais tous les apolitiques, tous les Jean-Michel qui se disent chantres de la neutralité, de la rationalité, de vraiment prendre du recul, systématiquement, votre prise de position ne sert qu'à avantager la droite et l'extrême droite. C'est pas sans raison. Vraiment, c'est pas sans raison. Vraiment, vraiment. Et ça me tue. Ça me tue de voir à quel point ça, c'est pas vu, c'est pas pris en compte. Et que vraiment, il y en a plein des Jean-Michel qui sont en mode très contents d'être des SOCDEM mous. Je pense à des gros influenceurs de gauche, soi-disant de gauche, entre guillemets. Je pense notamment à la fameuse émission Backseat. C'est quand même marrant parce que la seule chose qu'elle a réussi à faire, cette émission, et c'est pas la seule, là j'en cite une, mais c'est comme ça avec tous les SOCDEM, c'est comme ça avec tous les PS et globalement les centristes en général, ou encore même l'angle le plus à droite de la gauche, c'est de juste permettre de paver le chemin pour la droite et l'extrême droite en fait. C'est juste de paver le chemin pour des gens qui vont concrètement dans l'action, dans la manipulation, dans la violence, dans l'oppression, dans le coercitif. Et encore une fois, qui vont main dans la main parce que eux seront pas trop inquiétés, voire seront pas inquiétés du tout, et surtout parce que leur simple existence, leur simple prise de position, leur simple action consiste à délégitimer, à retirer toute forme de légitimité à tous celles qui activement, concrètement combattent ces systèmes-là. Encore une fois, factuellement, ils peuvent venir en disant « Ah, mais nous, on est contre, Très bien. Le fait est que, tout aussi factuellement, concrètement, vous faites un magnifique marchepied. Tout ce qui est plus à droite que Poutou aide au moins un peu l'extrême droite, généralement de façon. Je simplifie, mais ça marche, je trouve. Plutôt, oui. Et pourtant, au passage, un Poutou, il y a des choses à dire. Sur le NPA, il y a des choses à dire. Il y a plein de moments où le NPA, il est plus qu'à la ramasse. Notamment, par exemple, par hasard, sur les questions de racisme. Ça s'est encore vu il n'y a pas très longtemps. Le NPA qui décide de faire un événement, qui dit « Ah tiens, on va parler des oppressions, et du coup on va demander à des influenceurs de gauche d'en parler, on va parler de racisme, etc. » Il n'y a que des blancs. Non seulement il n'y a que des blancs, mais de ce que j'ai vu passer, de ce qu'on m'a donné comme info, a priori on a proposé à une streameuse qui est racisée, une streameuse racisée, on lui a proposé de venir. Elle a dit non, je suis pas dispo, je vais demander à d'autres gens. Et on lui a dit non, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il y avait des gens racisés qui étaient dispo pour être là. Et on a fait, en fait, on s'en bat les reins. On va demander à Bolchegeek et compagnie. Ah, bon, écoutez. Très bien, cool. Et voyez que ça, actuellement, le NPA, ça fait partie des partis politiques les plus à gauche. C'est bien pour ça que moi, je n'ai absolument aucune confiance dans les partis politiques. Dans tous les partis étatiques, dans tous les partis qui, de près ou de loin, fonctionnent dans les cadres du pouvoir, je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Parce que, notamment parce que ce qu'on a lu là aujourd'hui le démontre assez clairement, pour que ça soit légitimé encore une fois par le système, c'est ce que je dis depuis des plombes, si vous êtes légitimé par le système, c'est que vous ne remettez pas en question le système. Vous ne pouvez pas être en train de remettre en question le système si vous êtes légitimé par lui. Parce que si vous légitimez, ça veut dire que vous n'êtes pas vu comme une menace. Ça veut dire que vous ne le remettez pas en question. Vous pouvez croire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous voir comme des grands révolutionnaires, très bien. Factuellement, vous l'êtes pas. Sinon, vous ne seriez pas reconnu. Sinon, vous ne seriez pas légitimé. Le NPA, comme plein d'autres partis politiques, est globalement légitimé. On peut venir me dire, notamment, oui, mais regardez, les filles en prend plein la gueule. Oui, mais regardez, le NPA se fait traiter de tous les noms par la droite, l'extrême droite. Très bien, ils ont des députés. Actuellement, ils ont des députés. Actuellement, ils sont dans l'hémicycle. Alors oui, ils se font traîner dans la boue. Oui, ils se font bâcher par les médias, par l'extrême droite, par la droite. Oui, c'est vrai. Et après, ils sont quand même dans le système. Ils sont quand même en train de fonctionner avec le système. Ils sont quand même en train de voter des lois et de les valider dans le système. Ça montre bien, à un moment donné, qu'ils ne mettent pas en danger ce système-là, en fait. Ça n'est pas possible. Sinon, ils seraient pas dedans. Le NPA, ça reste très blanc et pas ultra informé. Ah oui, ça, c'est un euphémisme. Grand moment du NPA, comme d'hab, j'ai envie de dire. J'avais vu passer ça et on souffle. Ouais. Et encore une fois, moi, ça m'étonne que dalle. Ça m'étonne que dalle. Vraiment, zéro surprise. Zéro surprise.
Bref, ça fait 1 heure la VOD, du coup on va se couper là-dessus. Surtout qu'on a fini le chapitre. Voilà, on a fini le chapitre, on arrive à la partie 5. Nouvelle grosse partie. Nouvelle régulation. Et donc, on va entamer la prochaine fois avec le chapitre 18, Soft Law, donc la loi douce, quoi. Ça va être encore un grand moment. Ça va être encore un grand moment. On est à la moitié. Voilà, officiellement, je peux vous le dire, on est à la moitié, puisqu'on est à la page 157, sachant que... Alors en vrai, non, il y a toute la bibliographie. Oh, mais il reste 100 pages. Il reste 100 pages, voilà. Sachez-le, il reste 100 pages et on aura fini notre lecture. Parce qu'après, il reste 100 pages de bibliographie. Donc j'avais l'impression qu'on était à la moitié du livre, mais en fait, non, on est bien avancé. Ok, petite fougère de YouTube. Des bisous. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.